Comment ça les gars? Ça va très bien toi. La forme, Ouais. Plutôt. Bah, ça, merci d'être là, ouais, ça Merci fait grave à vous. plaisir. Franchement, un bon premier épisode. Moi, la question qui me vient tout de suite, c'est pourquoi amour propre? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent, mais Bah, je pense que pour répondre assez facilement à ça, au fait, au début, on voulait vraiment un nom qui nous représente, donc un nom français pour notre groupe. Et Amour Propre, on trouvait qu'il y avait une belle DA autour. Tu vois, Amour Propre avec Narcisse qui très serait romantique, qui regarde son reflet justement dans la rivière. dans la VR. Donc on a réfléchi à toute une DA autour, donc on va commencer à orchestrer tout ça assez prochainement. Ok. Donc voilà, Super cool, super cool. Et combien de temps que ça existe, l'amour propre? ça fait Mon propre, ça fait 2 ans. quasiment 2 ans, ouais, 2 ans, et on a commencé à se focus entièrement sur le projet depuis 1 an et demi. Donc on va dire même depuis avril dernier, on commence à vraiment beaucoup tourner. On a une première page où c'était vraiment beaucoup de compos. On était en mode geek dans le studio qui a commencé le studio, c'était à la base c'était un PC avec un clavier MIDI, il y avait 2 enceintes pourries. Ok. Et au fur et à mesure là on a acheté du matos, là on commence à avoir des trucs assez sympas pour composer, s'amuser quand on studio. Ouais. Ah, c'est vraiment fait graduellement, genre il n'y a pas eu En fait, il y a vraiment eu, je pense qu'il y a eu 2 étapes dans notre Deux étapes début clés, de carrière, entre guillemets. Ça a été la production, donc vraiment focus production. On avait un objectif simple, c'était sortir sur des labels. On avait déjà en tête quelques labels où on voulait absolument sortir. Et de Mo Black, je me rappelle à l'époque. Voilà, on avait des labels afro, donc Mo Black, Moss, cette vibe là. Et on avait aussi tout le côté Soul Selectas, donc un peu plus organic house. Vraiment, ça nous touchait au début. Ouais, Donc vraiment la base le du premier objectif projet, c'était celui-là. c'était vraiment, on composait de l'organic house, Ouais. tu vois, avec des titres comme Desert Story, etc. Donc c'était vraiment du down tempo, sans BPM. C'était le déconfinement. On était vraiment entre deux phases de confinement. Donc les gens, à l'époque, le down tempo c'était en vogue de malade. Exactement. Et on a pris un tournant un peu plus Énergique. énergique. Ouais, On est passé de l'évolution 100 de carrière, BPM à 120. Je me rappelle totalement parce que c'était à Mademoiselle Mouche. Où Ouais. je vous ai rencontré ensemble en fait, Ouais, c'était cette pour la époque-là. première fois, tu vois. ouais. Et c'est vrai que la vibe était totalement différente. C'était beaucoup plus afro. Et je pense que le mood actuel, à l'époque, était ça. En fait, il y a une évolution, je pense. Exactement. Et, ouais, c'est Et ça. maintenant, quand je vais vous voir, parce que j'ai eu l'occasion, pour les auditeurs, on s'est vu à Casa Amor l'été dernier, parce que vous avez mixé pour Monsieur Sasson. Exact. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus énergique et c'était beaucoup plus groovy, tu vois, Ouais. contrairement au début. Ouais. Donc, ouais. Ouais, non, je pense qu'en fait, on a tout simplement une évolution de carrière, quoi, qui C'est ça. on fait ce qu'on aime. Je pense que c'est le plus important. Après, je pense qu'aussi, tu vois, pour commencer à prod, le 100 BPM c'est vraiment super bien parce Ok. que ça laisse beaucoup d'espace sur la production. Donc, c'est beaucoup plus facile de prod. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a senti de prod en 100 ou en 110 BPM parce que la musicalité, c'est beaucoup plus simple d'aller la chercher. Ouais. Et en fait, l'évolution s'est faite vraiment. On a gardé cette base qu'on avait en 100 BPM Ok. ou en 110 et on l'a ramené en entre 122 et 125 Ça a augmenté, ouais. sur des trucs plus énergiques où c'est plus compliqué d'aller chercher t'as beaucoup de rythmique, donc pour aller chercher de la mélodie, de la mélodicité, c'est un peu plus complexe, tu vois, de mettre ça en jeu. Donc je pense que aussi l'étape elle s'est fait graduellement parce que à la base, on est quand même moi en tout cas je viens d'un milieu quand même techno, on va dire. Ouais. Donc à la base je produisais des trucs vraiment sur avant Amour Propre, c'était des T'as eu trucs un passif quand même. qui étaient beaucoup plus punchy, tu vois. Ouais. Et même, tu vois, mes goûts musicaux d'il y a 5 ans, c'était plutôt techno, genre Nia Kravitz, etc. Ouais, Donc ok. vraiment, ça a évolué. Graduellement. En fait, je suis revenu un peu aux bases sans passer, en gardant cet aspect organique aussi. Donc en fait, on essaye de mixer, tu vois, tout type de musique. Ouais. On essaie de proposer quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait actuellement. Et voilà, on essaye. Ouais. Non, c'est clair. Mais ça se ressent de ouf dans vos sets parce que je sais qu'à chaque fois vous passez un son que j'adore d'ailleurs, un remix d'Eric Prydz pour Pure Education, et vous êtes capable aussi de mettre un remix de Butch sur Go Up, et c'est vrai qu'il y a c'est un peu pluridisciplinaire quoi dans vos sets. En fait, je pense que vraiment, il y a plein de gens qui nous définissent comme ça, mais vraiment le mot versatilité, que ce soit dans nos sets ou dans notre prod, c'est vraiment ce qui nous définit, parce que tu regardes notre catalogue musical, ça fait quoi ? Ça fait un an et demi qu'on a vraiment sorti des titres où on commence vraiment à être fiers de nos titres.
tu écoutes Desert Story et maintenant tu écoutes With You, en passant par Ndaoya qui est ultra afro, et par Paradisco qui est sur Delicieuse, qui est ultra groovy comme tu disais, French Touch, etc. Tu vois un peu notre... je pense que c'est vraiment un bon... ça montre bien notre état d'esprit en fait, et dans nos sets on essaie de le représenter dans le sens où nous on joue ce qui nous plaît, on aime bien, nous on se fait chier en fait si on joue la même chose, si on joue que de la mélodique pendant 3 heures ou que de la tech house ou que de la afro house, nous on n'aime pas ça. Pour nous notre vision d'un set c'est le voyage, donc on a vraiment envie de transmettre un peu ce qu'on aime et puis notre univers musical entier quoi, pendant un set. De ouf. Moi je vais rebondir, du coup vous avez dit que c'était à peu près il y a 2 ans, ça, après le Covid. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous êtes rencontrés du coup à ce moment-là? Pas du tout. En fait c'est un peu spécial comme rencontre dans le sens où on s'est rencontrés quand j'étais en stage. Et Samy travaille dans une boîte de finance, vraiment très loin de l'espace musical. Paradoxal, ouais. Exactement. C'est cool, ça fait. En vrai, tu vis le jour et la nuit, quoi. Exactement. Pas déjà. J'ai remarqué que c'est ultra antagoniste parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de DJ sur Paris qui mixent dans des grosses boîtes qui ont un passif en finance. Je sais qu'il y a les gars de Loco Records qui mixent au Tabou. Je crois son trader chez Goldman Sachs. Tu dis que c'est aussi d'ailleurs. En vrai, sur la scène parisienne, il y en a pas mal qui étaient. C'est ultra marrant. Peut-être qu'il y a une corrélation à aller chercher entre la finance et je rigole, mais bah du coup en fait c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans un univers qui était complètement différent. On a commencé à parler musique et au final c'est venu comme ça. Au début c'était un délire, entre potes. On est parti comme ça, on s'est dit viens on crée un groupe. On crée un groupe, on commence à étoffer des prods, on voit que ça marche. On se dit on continue et on voyait que ça marchait de plus en plus, donc on a fait monter la pression et vraiment je voudrais revenir aussi sur un élément aussi qui a un peu changé la donne, c'est que t'as des artistes aussi qui te repèrent et je trouve que il y a beaucoup d'entraide, tu vois, entre certains artistes, et en fait ça te met une confiance aussi, donc c'est à dire que quand t'es reconnu par certains artistes, c'est là où ça va te faire monter entre guillemets en confiance dans ce que tu fais, même si on met tout en question tout le temps. Mais pour le coup, ça te donne aussi une direction de est-ce que ce que je fais est entre guillemets bien. C'est ça, exactement. Et pour le coup, on a quand même eu des validations d'artistes assez sympas. Ce qui est cool, c'est qu'on arrive à échanger par des artistes qu'on aimait bien, que ce soit à Paris, puis après on s'est un peu exporté, mais je veux dire, ça c'était important, et je pense que c'est vraiment important au début d'aller chercher de l'aide et d'aller chercher des genres pas des mentors, mais dans le sens où avoir des personnes que t'aimes bien, qui t'aident, qui te donnent leur avis sur ce que tu fais, et je pense que ça c'est vraiment important au début, et nous en tout cas ça a été vraiment la première chose qui nous a aidé. Carrément. Et aussi les collabs, je trouve que c'est hyper intéressant parce que au final, en montée en compétences, en fait t'échanges avec l'autre, donc l'autre il va monter en compétences et toi aussi. Il y a des choses que t'aurais pas fait comme ça, et c'est comme ça aussi que, voilà, tu vois, je pense qu'il y a l'entraide au sein du milieu musical, ça représente beaucoup aussi. Mais c'est d'ailleurs un sujet que je voulais aborder, mais c'est cool, vous m'avez devancé. C'était, toi, quand tu compares à d'autres industries un peu plus traditionnelles, genre je trouve dans le milieu artistique et la musique, et particulièrement la musique électro, la concurrence n'existe pas en fait. C'est que tout le monde. Alors, moi je le de mon œil, tu vois, peut-être. Oui, c'est clair. Non, mais moi je trouve que en fait dans le fond t'as raison. Il y a juste parfois des artistes. J'ai même pas de nom en tête en vrai, mais juste qui se met de la pression vis-à-vis d'autres gens, parce que la comparaison elle peut arriver vite. Tu te dis putain, lui il a sorti ce titre, ça fait X temps qu'il prod, et voilà, ça y est, il est sur le devant de la scène. Mais en réalité en fait déjà chacun a son chemin. On connaît généralement pas le passif de chacun des artistes. T'as des gens on ne sait pas, mais ça fait 15 ans qu'ils prod. Donc en réalité c'est plus peut-être une comparaison qu'une concurrence. Mais je veux dire, si tu sais ce que tu fais, si tu sais à peu près où tu vas, ça n'existe pas en fait. Et tu sais que c'est un chemin qui est long, quoi. Ça sert à rien. Je pense que c'est vraiment à très haut niveau où là il faut te donner à fond, tu vois, pour arriver à rester à ce niveau-là. Mais c'est pas vraiment un type de concurrence, tu vois. C'est plutôt. Ça, c'est la comparaison en fait. C'est sain, quoi. C'est ça. Et puis même nous, tu vois, on essaie de se donner à fond à notre niveau parce que voilà, on a toujours envie d'en montrer plus au public, d'avoir des prods qui sonnent encore mieux, d'être satisfait au final de notre travail, quoi. C'est plus de la reconnaissance de notre travail qu'essayer d'aller se comparer à des autres, quoi. De ouf. Moi je vais enchaîner un peu sur l'entrepreneuriat, parce que du coup avec Max on est en master entrepreneuriat, et ça me fait penser un peu du coup avec cette question de où est-ce que vous voulez arriver avec votre musique,
est-ce que vous voulez arriver à ce niveau un peu mondial vraiment énorme où là vous avez vos prods, vos machins et ça devient un peu plus compétitif ou vous faites bouffer peut-être, on va voir. Mais l'idée aujourd'hui c'est quoi en fait, c'est quoi l'ambition? Nous l'objectif je pense que c'est de s'amuser, continuer à s'amuser, continuer à prendre du plaisir et puis après on verra où la vie va nous mener quoi. Mais c'est important je pense qu'on a de l'ambition parce que on sait à peu près ce qu'on veut dans le sens où nous on a envie de tourner, on a envie de partager au maximum notre musique. Donc de toute façon sans objectif et sans ambition je pense que tu peux pas faire parce que c'est un milieu qui est tellement vaste, compliqué et concurrentiel entre guillemets. Il y a beaucoup de petits qui sortent. Donc si t'as pas un minimum d'ambition et que c'est pas un minimum où tu vas, c'est très compliqué. Après on n'a pas la prétention de dire que on va arriver sur voilà. Mais en tout cas on essaye. Non mais nous on fait le maximum pour partager. Nous c'est vrai que là depuis qu'on tourne ça fait 6-7 mois qu'on tourne vraiment à l'étranger et en France et on kiffe vraiment autant tout le temps. Je veux dire c'est très récent mais t'as l'impression que c'est ça s'arrête jamais en fait. C'est fou. Pour être franc, genre en fait t'es pris dans ce truc de voyage et au fait on prend full plaisir et vraiment en fait c'est ça qui nous donne aussi envie de continuer de pousser à fond sur ce projet là parce qu'en fait cette vie là elle est incroyable. Tu vois. Et vu que ça reste un plaisir, est-ce que parfois ça vous déconnecte pas totalement de la finance justement, ceux auxquels vous êtes rattachés? C'est difficile d'allier les deux ou je me doute que oui peut-être. C'est difficile parce que tu fais des grosses journées quoi. Tu te lèves, tu vois, moi je fais des mornings sur les marchés donc tu te lèves à 6h30 et des fois tu te couches à 6h30 quand donc non c'est assez complexe. Mais en vrai même sans deuxième travail c'est ça, c'est un rythme qui est assez compliqué mais encore plus si t'as un deuxième travail mais pour le coup tu vois c'est ça aussi en fait il y a une stabilité qui est apportée par la finance. Ça nous donne une certaine stabilité, ça nous accroche, ça nous maintient les pieds, scotchés au sol. Et donc du coup, c'est ça aussi qui nous permet, je pense, d'être hyper rationnel dans tout ce qu'on fait et de voilà. Ok, carré. Et moi, j'avais une question, c'est est-ce que par rapport à ce que vous faites, il y a Amour Propre. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui créent vraiment un branding, une image. Je vais reciter Sasson, tu vois, avec son event. Est-ce que vous aurez l'ambition de créer, pourquoi pas, votre line-up ou en gros votre direction artistique au travers d'un event? C'est en discussion. On est en train de réfléchir pour le faire. Donc on va le faire, c'est sûr. On va le faire, c'est sûr. Très carré. On va le faire, c'est sûr. On est en train de réfléchir à comment on va le faire, avec qui on va le faire. Super. Et on va pas en dévoiler, mais ça va être un truc vraiment très sympa. Ouais, c'est trop cool. En fait, on essaie vraiment de réfléchir. On n'a pas envie de se précipiter parce qu'on a envie de faire un truc un peu différent. Dans le sens où maintenant à Paris, surtout là je parle de la scène parisienne, mais il y a vraiment énormément de soirées qui se font. Depuis un an il y a un essor, c'est incroyable. Donc le faire oui, après on veut le faire de notre manière. On n'a pas envie de faire juste une soirée Amour Propre qui invite leurs potes ou d'autres artistes. On aimerait bien faire un truc un peu différent, donc c'est pas facile. On réfléchit pas mal à des projets, des concepts. C'est du taf, mais franchement je pense que quand on le fera, on essaiera de le faire bien en tout cas. Et on veut juste pas lancer une soirée résidence ou ou que ce soit vite banalisé. Résidence pourquoi pas, mais je veux dire qu'il y a un truc quand même qui soit apporté. C'est ça qui nous intéresse. Donc créer une véritable avec cercle. Sympa. Voilà, par exemple. Si ça me vient l'esprit, je peux penser à ça, quoi. Enfin, les trucs un peu différents. Non, mais c'est par exemple, le cercle qu'on fait, c'est exceptionnel, tu vois. Enfin, je veux dire, le concept énorme de cercle. Exactement. Et c'est quelle scène qui vous fait rêver? Si vous avez une scène à donner, genre, je sais pas, ça peut être un festival, une boîte. Moi je pense que notre projet en tout cas il a toujours été orienté pour les festivals. On n'en a pas encore fait. Mais ça va sûrement arriver pour l'été 2024 pardon. Et pour le coup, il y a plusieurs festivals qu'on vise à Paris. Tu vois, il y a Marvelous par exemple, sur lequel on aimerait vraiment bien jouer. Puis après, les festivals mondiaux, j'ai envie de te dire Coachella, Burning Man. Burning Man, c'est vraiment le dream. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote,
au début, pour nous donner de l'énergie, entre guillemets, l'énergie cosmique, tu vois. Sur le nom du groupe WhatsApp avec notre manager, c'était écrit Burning Man 2023. Donc voilà. Carré, ouais. C'est une belle source de motivation, ouais, ça. Ouais. On devrait le faire, nous. On va y arriver. Moi, du coup, je repars un peu, on en a parlé un peu au début sur la production. Ouais. Aujourd'hui, vos sets, c'est quoi? C'est 50-50 vos tracks parce que moi, je connais un peu moins que Max. C'est 50% vos tracks, 50% des tracks que vous allez diguer ou c'est... Ouais. En fait, ça va dépendre un peu déjà du mood. Ouais, c'est ça. On essaie quand même de s'adapter un maximum, pas de s'adapter au public, mais enfin, je veux dire, plus s'adapter à l'ambiance du lieu où soit on va jouer, soit du mood de la soirée en général, parce que bon, tu peux pas préparer ton set à 100%. T'arrives dans une certaine boîte, un certain lieu, le système son il matche pas avec ce que tu veux jouer, le mood de la soirée en fait c'est pas du tout ça. Tu peux pas te tenir à jouer du 127 BPM et jouer la techno, ce que t'avais prévu, alors que finalement ça marche pas. Donc en fait nous nos tracks sont quand même assez ouvertes. Donc en fait on arrive à toujours les caler. Qu'on joue un peu plus l'été, tu vas pas jouer la même chose que l'hiver à 3h du matin ou un 7 après-midi à Casa Amor pour revenir dessus à 18h, tu vois. Ça dépend tellement en fait, je trouve, de la config à laquelle heure tu passes. Genre, il y a un truc que je trouve tellement dur qui paraît très simpliste, mais c'est les warm-up. Genre de mettre, tu vois, d'instaurer une vibe sans griller tous les bangers ou les tracks pour celui qui arrive derrière. Je trouve le mec qui arrive à faire ça, je le trouve franchement, c'est un mec très chaud, tu vois. Celui qui nous a chauffé sur les warm-up, pour le coup, je vais le citer, c'est Sora, pour le coup, qui fait beaucoup de warm-up pour Satori. Et c'est lui qui nous a un peu donné cette orientation warm-up, tu vois, comment mettre en place tout ça. Et pour le coup, on est parti de là. Et il nous a beaucoup épaulé au début, d'ailleurs. C'est le premier qui avait cru, entre guillemets, au projet, qui nous a dit, les gars, allez-y à fond. Et il nous a placé sur une première date à chez Mila. Et c'est comme ça que aussi, bon, ça c'était il y a 2 ans, mais c'est la première personne qui a cru en projet, quoi. C'est vrai. Et du coup, moi j'ai retenu un truc rapide. Quand tu dis que vous préparez vos sets, vous les préparez un minimum quand même, parce que nous en tant que maigre DJ du niveau moi je sais que j'ai beaucoup de tracks et ça m'arrive parfois en fonction effectivement de l'endroit ou de l'heure, je vais préparer quelques tracks et après je me dis tiens celle-là je sais qu'elle est là-bas donc je peux aller chercher et tout. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. En fait nous on va préparer des tracks qu'on a envie de jouer, soit les nouvelles tracks qu'on a trouvées, soit les nouvelles tracks qu'on a faites, ou des tracks qu'on a envie de passer ce soir-là parce qu'on se dit peut-être que ça pourrait être cool d'orienter le set comme ça. Et derrière après le truc c'est que quand tu joues, enfin je veux dire notre taf vraiment c'est d'écouter de la musique, donc on écoute, enfin moi je sais qu'on écoute de la musique tout le temps en fait, donc en fait finalement après tu sais automatiquement putain ce serait pas mal de jouer celle-là à ce moment-là, et derrière tu cherches dans ton catalogue quoi. Je pense que c'est important de pas avoir une tracklist d'une soirée avec 250 tracks parce que tu te retrouves après à boucher ton potard pendant 2h30. Donc en fait savoir où tu vas quoi. Si t'as un set de 2 heures, tu te fais une tracklist de 50 tracks, tu vois, pour être un peu large. Et derrière tu auras l'opportunité d'aller chercher autre part, tu vois. Donc à chaque fois, pour chaque nouveau set, genre on va créer justement une nouvelle playlist en se disant tiens là la vibe de celui-là, par exemple Tabou, ça va être un peu plus tech house. Donc du coup on va aller prendre des tracks qui sont un peu plus tech house dans notre catalogue et les mettre là, et on essaye toujours tu vois, même pour nous on essaye de varier chaque set parce renouveler constamment parce que jouer 2 sets pareils c'est insupportable. Donc à chaque fois tu sais il y a entre guillemets il y a des tracks coup de cœur. Moi je fonctionne comme tu gardes la même ossature, tu varies quand même. C'est ça. Et puis tu vois je me perds sur SoundCloud, je retrouve à chaque fois une ou 2 tracks coup de cœur que j'écoute en boucle pendant la journée, je me dis celle-là je la joue ce soir et on la joue quoi. C'est par période aussi. C'est par période aussi. Il y a des pendant 1 mois, 2 mois, t'aimes bien. Après tu peux plus les entendre parce que tu les as joués 200 fois. Mais tu parlais justement du Tabou. C'est quel endroit à Paris où vous aimez le plus jouer? Alors, en fait, moi je trouve qu'on n'a jamais eu d'endroit vraiment où c'était vraiment en fonction des soirées. On a des endroits où on a adoré, où on s'entendait pas du tout. On allait aimer. On a des endroits qu'on aimait où parfois la soirée elle est un peu moins bien. Tu sais pas trop pourquoi, mais il y a plein de raisons qui font que la soirée peut être un peu moins bien. On a eu des super bons souvenirs à Paris, que ce soit dans les petits clubs ou dans les plus gros clubs. On pourrait citer Babylone où c'était super. Babylone, on s'est pris une claque quoi, parce que au début on commençait à jouer organique et tout, on a commencé à monter, à la fin on jouait Dark Disco. Il y avait tout le monde qui était on fire quoi. C'était incroyable. Et puis après nous Tabou on a chaque fois eu des super souvenirs au Tabou. Mirage on a passé des soirées Mirage, c'était exceptionnel jusqu'à 7h du matin plein, enfin comme Mirage sait le faire.
Le Silencio la dernière fois, c'était incroyable parce que déjà l'histoire du club est folle. Et en plus, même tu vois le sacré incroyable, la vibe était trop bien. C'était une guerre. Franchement, pour l'instant, on a eu de la chance. On a vraiment très très rarement eu des mauvaises expériences. Et je trouve, vous avez aussi à chaque fois que je viens, il y a une communauté. Genre, vous ramenez un max de monde en termes de. Ouais, on essaye de faire marcher notre réseau parce qu'il y a notre manager aussi exactement qui est très très bon pour le coup sur ce point-là aussi et qui a une grosse commu, donc à chaque fois tu vois on mixe nos 3 communautés et ça fait que on arrive à des guest lists, des guest lists à 150-200 personnes quoi. Dans le sens où tu sens vraiment que vos potes sont accrochés au queutru, tu vois. Ouais, non, c'est clair, ça fait plaisir en vrai. En tout cas, en fait, c'est hyper important. Je veux dire, au début, dans un projet, parce que là, on est encore au début, si t'as pas de tes potes qui te soutiennent ou quoi, c'est quand même compliqué déjà délicat, pour toi. Parce que déjà, c'est le premier plaisir que t'as, c'est de partager ta musique avec tes potes. Donc, ça, déjà, c'est hyper cool de partager ça avec des gens qu'on kiffe. Et derrière, le booker, on va pas se mentir, quoi, le booker il book un DJ parce qu'il ramène du monde. Je veux dire, il y a une certaine limite à ça, mais tu peux être quelqu'un, si derrière ta soirée a 3 personnes, personne va être content, tu vois. Et toi aussi, tu vas passer une soirée de merde en plus. Donc c'est vrai que bosser dans ce sens-là, c'est important pour nous. Et justement, tu vois, le fait de passer avec un manager, ça vous a vraiment fait prendre une tournure particulière. Enfin, j'imagine que oui. En fait, il est arrivé au moment où on a sorti notre titre chez Soft Selectas, on commençait à avoir un peu de la matière à vendre, entre guillemets. Et donc du coup, il est arrivé vraiment là au bon moment. Et c'est vrai que depuis qu'on bosse avec lui, c'est date sur date. On enchaîne là. Tu vois, on part à Tahiti dimanche. On revient de Tahiti, on est à Monaco. Après, on part à Genève. Enfin, c'est vraiment. Il fait un taf de malade sur le projet. En fait, au début, ça a été un peu compliqué les 3 premiers mois. Après, au début, le plus dur, c'est le booking. Donc, surtout que nous, on n'est pas de Paris, on n'a pas forcément de contact. Donc, et lui non plus. Après, le truc qui a changé, en fait, c'est juste qu'on était tous motivés. On s'était tous les 3. Ça a été énormément de taf au début de parler avec des gens, de rencontrer du monde parce que c'est hyper important dans la scène. Qu'on nous laisse notre chance. Donc, mais après une fois que la machine est lancée, après une fois qu'on nous a donné notre chance, on l'a saisi et on a fait à fond pour que ça soit carré quoi. Ouais, en fait, le truc c'est que vraiment c'est un milieu qui peut paraître énorme, mais c'est vraiment minuscule. Et que ce soit sur Paris évidemment, mais même à l'étranger en fait, tu te rends compte que tout le monde se connaît de près ou de loin, que le booker de Mexique il est pote avec le booker de Genève. Donc en fait. C'est vraiment un milieu qui est minuscule, et puis une fois que tu commences à mettre un peu un pied dedans, en tout cas pour Camille, notre manager, c'est comme ça, tout va beaucoup plus facilement et t'arrives à... Derrière t'as les codes en fait. Donc lui au début il connaissait pas parce qu'il s'était même pas avec du milieu, mais comme nous quoi. Mais je veux dire, après fil en aiguille, une fois que t'es motivé, je pense que c'est vraiment plus important. Parce que l'important c'est de bosser en fait, juste que ce soit sur la musique ou sur les bookings ou quoi. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. C'est le travail. Je pense que quand t'aimes ce que tu fais avant tout et que tu t'investis, t'arrives toujours à... Et puis c'est ton bébé quoi, donc tu essaies de le porter au maximum et voilà, tu vois, c'est pas la même chose que bosser pour une société ou pour un boss, tu vois, c'est vraiment ton projet, il y a quand même un gros axe entrepreneuriat derrière, parce que voilà, là on crée notre société, notre SAS, on commence à... Enfin voilà, il y a tout ce projet d'entrepreneuriat, il y a du marketing, enfin tu touches à tous les domaines, donc il y a la production musicale, il y a du marketing digital, il y a de la vente, parce qu'il va falloir vendre ce projet-là, il y a vraiment, c'est comme si tu faisais tourner une vraie entreprise quoi, c'est une vraie entreprise. Et puis vos tafs à côté du coup ils sont cool avec le fait quand vous voyagez à Tahiti, Monaco, Genève. Vous avez la chance d'avoir des tafs qui sont Elle sort quand l'interview, elle sort quand on la sort quand vous voulez. Parce que moi ils savent pas que je vais on pourra officiellement je suis au mariage de ma tante à Los Angeles. Entre hommage, je t'attends. D'accord, on va changer sur une autre question. Niveau production, t'as déjà pris une page blanche ou pas?
un peu un type de trou créatif. Ça nous arrive. Ouais. Bah là, en ce moment, c'est un peu ça. Ah ouais. C'est-à-dire, on a sorti 15 tracks, on en a 6 qui sortent. mais ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, tu vois, on peut prendre plein de trucs, on va les finir à 60%. Okay. Et les 40 dernières pourcents, on n'y arrive pas. Plus dur, donc en fait, on reprend sur notre track et tu vois, en fait là, c'est toujours comme ça se passe toujours. C'est des périodes en fait. C'est des périodes. Donc il y a des périodes où tu vas être très bon sur la construction de base de track. On va étoffer peut-être, je sais pas, une vingtaine de schémas de track qui seront finis à entre 60 et 80%. Et puis après, c'est toujours la finition qui est le plus compliquée. Donc là, c'est plus compliqué d'aller chercher la finition et d'avoir une track vraiment aboutie qui sonne clean, quoi. Et tu vois, il y a des tracks, pour le coup, l'une des tracks sur lesquelles, en tout cas, moi, je suis plus fier, et je pense que Clément partage cet avis, c'est With You. With You, tu vois, et ce qui est ouf avec... Je préconise d'aller, pour ceux qui nous écoutent, d'aller l'écouter, parce que, en l'occurrence, elle est vraiment... pour l'anecdote, c'est que moi, je l'avais découvert au Tabou. Ouais. Et tout de suite, je me suis revenu vers toi, parce que j'étais derrière toi, et je me suis dit, c'est votre son, ça, et je l'ai trouvé, il était fantastique, quoi. Merci beaucoup. Et ouais, celle-là, tu vois, quand on a fini de la prod, moi, personnellement, je me suis dit, je sais pas où elle va aller. Ouais. Parce qu'elle est un peu à contre-genre, tu vois. Mais tu vois, est-ce que justement vous avez un critère de finition où vous dites c'est bon, le track est terminé, ou c'est vraiment instinctif, tu vas te dire bon, vas-y, pour moi c'est bon. Tu le sais à peu près quand c'est bon. Tu le sais à peu près, ouais. Tu sais quand c'est bon, mais une fois où tu le pousses, etc., et tu vas le reprendre quand tu vas devoir envoyer les prémasters, rajouter un truc, par exemple, Longer the Night, tu vois, là on l'a envoyé au mastering. Avant de l'envoyer au mastering, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de rajouter une longue basse, tu vois, au moment où il y a le break, pour ajouter une puissance en plus. Et tu vois, il y a des trucs qui deviennent à la dernière minute. Une track, elle est jamais finie en soi, mais il y a un moment où tu te dis, tu peux pas aller plus loin. Tu peux pas bosser. Non, mais ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Tu peux te dire, je bosse pendant 6 mois, 1 an sur une track. Enfin, je veux dire, déjà, tu n'auras rien appris. Parce que l'intérêt, comment tu progresses, c'est en faisant des dizaines de tracks, même si elles sont pas finies à 100%. Travailler sur une nouvelle base d'accords, travailler sur une nouvelle mélo et tout, c'est ça qui va t'aider à avancer. Travailler sur de nouvelles techniques aussi, tu vois, faire, je sais pas, pour des connaisseurs, faire varier un peu ton LFO justement pour avoir sur ton synth, tu vois, une sensation d'accélération, de décélération de ton synth et rajouter justement du volume et tu vois, que ça soit pas plat en fait. Explorer en fait. Donc voilà, t'explores toutes les dispositions. Enfin, il y a des millions de possibilités sur un son, d'effets, voilà, et on essaye, tu vois, de trouver des nouvelles approches, tu vois, pour construire notre track et essayer d'avoir des trucs assez originaux. Donc il y a beaucoup de recherche aussi. C'est-à-dire que tu vois, là, on finit pas des tracks à 100%, mais les tracks qui sont finis à 60%, elles vont nous amener de la technique pour finir une autre track qui est à 80% et la finir à 100%. Tu vois, en fait, c'est un travail. T'as l'impression de pas avancer. Ouais. Mais au fait, t'avances. Et est-ce que justement, quand t'as des doutes sur une certaine prod qui est prête pour peut-être à 70%, est-ce que tu peux te dire bon, je vais quand même la tester en scène, voir ce que ça donne, genre si ça prend et tout, et après pouvoir continuer à travailler ou te dire non, finalement, je vais m'arrêter là. Est-ce que ça peut être non, on a du mal. On a du mal, nous, c'est de la perte. On cherche la terminée, parfois on les joue pas parce que je sais pas. C'est que ça, il faut qu'on le fasse. On le sait en plus qu'il faut qu'on le fasse plus. Mais c'est vrai que parfois c'est dur de se dire. Parce que bon, là, si tu prends une claque, c'est ta track quoi. Donc en fait, c'est pas comme si tu allais de la track. Il y avait cette appréhension d'ailleurs au tout début de vos sets, quand vous avez commencé à mixer vos tracks, vous vous êtes dit, tu sais, bon, je vais voir ce que ça donne. En fait, on a commencé à jouer nos tracks après que des gens aient joué nos tracks. Donc, généralement, on fait tout le temps ça. Genre, même With You. Je crois que la première fois qu'on l'a joué, c'est après que Inelia l'avait joué ou que Adriatic l'avait joué. C'est vrai. Et en fait, on l'avait pas joué avant. Donc c'est vrai qu'on on les met en crash test. En fait, je sais pas, on a un peu peur. Je sais pas si c'est peur ou si c'est juste. C'est juste que, au fait, c'est normal, c'est ton taf, mais tu vois, tu peux pas. C'est plus compliqué de pousser ton bébé entre guillemets au bord du gouffre. Voilà, c'est assez compliqué d'arriver à tester tes tracks, mais on commence à le faire de plus en plus parce que notre technique elle augmente. Donc il y a des tracks. Par exemple, on a fait un remix pour Ramien. On l'a joué dès le jour où il était terminé, quoi. Quasiment. Puis là, on commence à avoir un catalogue aussi qui fait qu'on peut diversifier. Ouais. Tu vois, là, jouer des Astories dans nos sets, c'est beaucoup plus compliqué. Mais du tout afro, on peut pas jouer nos tracks qui sont la plus streamée, on peut pas la jouer parce que c'est plus notre idée de notre vision sur la musique. Endoya. Et je pense que là, maintenant, on commence vraiment à avoir un beau catalogue.
Ouais, le catalogue il commence à s'étoffer, on commence à avoir des choses un peu plus profondes, quoi. Ouais. Qui marche vraiment avec notre vibe, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'un Visio en closing de set, c'est parfait, quoi. Ouais. Ah ouais, mais c'est vrai que... Moi, je vais repartir encore une question sur l'entrepreneuriat. Ouais. Vous pensez que le fait que vous êtes associé, ça peut booster votre carrière, ou vous auriez pu le faire tout seul de votre côté? Alors, moi je sais que tout seul, ça, je sais pas si je le ferais. Tu l'aurais fait, tu mixais un peu avant tout seul ou pas? Ouais, carrément. On a tous les deux eu notre petit parcours musical, chacun, moi dans le sud et lui à côté de Rouen. Mais on peut revenir dessus après, mais je veux dire. C'est quand même une chose différente à deux, dans le sens, bon, déjà quand tu voyages, ça c'est pas du tout la même expérience. Ouais. Parce que, mine de rien, le voyage quand tu pars, je sais pas où, ça reprend plus de temps parfois plus de temps que le moment sur place. Ouais. Donc quand tu es tout seul, que tu prends l'avion, que tu pars aux États-Unis pendant 8 heures, tout seul. Tu t'arrives à l'aéroport, tu prends ton taxi tout seul, tu arrives à l'hôtel tout seul. Et juste, tu vois du monde quand tu es au resto avant le show. Pendant le show où là d'un coup tout le monde t'aime et après tu rentres tout seul dans ta chambre d'hôtel et tu repars le lendemain, ça veut dire que dans 80% de tes 2 jours t'as été solo, quoi. Mais tu soulèves un truc ultra intéressant, c'est un petit instant psychologie on va dire, mais vous connaissez justement des gars qui mixent solo qui en souffrent en quelque sorte, genre tu vois une certaine solitude, c'est vrai que c'est un métier solitaire ça, justement, mais avec les gens, enfin avec les gens qu'on connaît qui voyagent solo. Je sais qu'on a eu quelques échos de notre manager qui nous avait dit justement que c'est plus ennuyé, quoi, de voyager solo. Et c'est sûr que ce projet-là, on l'aurait pas fait à deux déjà, parce que ça a été une rencontre, tu vois. Si on s'était pas rencontrés, je pense qu'on l'aurait jamais lancé, tu vois. Et puis, tu vois, il y a des connaissances qui se mettent en commun. Des points forts qui se mettent en commun, et amour propre, c'est jamais amour propre. Si moi je l'aurais lancé tout seul ou si Clément l'aurait lancé tout seul, il y a vraiment, tu vois, il y a deux styles qui se rejoignent, qui sont globalement on aime les mêmes choses avec quelques petites diversités, tu vois. Donc en fait c'est la diversité qui fait qu'aussi on est complémentaires. C'est ça, on est complémentaires, tu vois. Et je pense que tout seul, ça aurait pas été la même chose. Et je pense que il y a aussi, tu vois, dans les moments où ça va un peu moins bien, tu vois, il y a toujours un qui compense l'autre pour non, franchement, c'est important, je pense, pour garder la balance, pour l'inspiration même, l'inspiration pour tout. Moi, je trouve que vraiment c'est super intéressant de. C'est une expérience qui est plus sympa à vivre avec tout seul, quoi. C'est clair. C'est bon, non, mais c'est un putain de parcours, quoi. C'est cool. C'est en 1 an et demi, c'est quand même. Ouais, c'est cool. On essaye de pousser un maximum, en tout cas, vers où on veut aller. Et puis, voilà. En fait, le truc, c'est pour revenir sur l'aspect entrepreneurial, mais la différence avec quand tu bosses dans une boîte, c'est qu'en fait, là, on est tout seul. Ouais. Donc, en fait, si les choses, on les fait pas tout seul, il n'y a personne qui va nous dire faites-les. Donc, ça, c'est. Moi, je trouve que c'est aussi motivant de se dire bon, si on se bouge pas, il n'y a personne qui le fera, et puis il sera quelqu'un d'autre qui va mixer ce soir-là, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est intéressant d'avoir toujours un truc à faire. Ça représente énormément de taf. Je pense que vraiment, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte de toute la masse de travail, parce que la musique, c'est trop à dire, mais la musique, c'est vraiment une partie, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Ouais. Bon, voilà, ça prend un temps fou. Mais je veux dire, t'as tout l'aspect qui est derrière, qui prend un temps fou à faire, quoi. Et voilà. Ok, ultra carré. On passe au petit jeu. Allez, nickel. À la fin. Clem a déjà deviné la première. C'est un jeu très très simple. En gros, c'est des devinettes. Okay. Les descriptions, alors c'est en rapport avec vous, votre carrière. D'accord. On a fait en sorte de pouvoir donner aussi des anecdotes aux auditeurs. Donc vous allez voir que les devinettes sont assez marrantes, et des trucs subtils et tout. Okay. Donc la deuxième, du coup, enfin la première, mais je porte un nom latin. Je suis voisin d'un célèbre établissement nocturne que tu peux trouver au bois de Boulogne, mais pas que. Cet été, j'ai accueilli un événement parisien tous les mercredis soirs. Momentum. Comment ? Momentum. C'est Ramian, non ? Non, mais c'est quoi, c'est un lieu ? Il y a un personnage, c'est pas un personnage physique. C'est le break, non ? Non. C'est pas Momentum ? C'est. Moi, je vous donne un indice. Vas-y. Le lieu se situe dans le département d'où tu viens. Ah, ok. Je porte un nom latin. Ok. Il n'y a pas eu une soirée au mois de juillet aussi ? Il y a eu une soirée au mois de juillet là-bas, ouais. Attends, mais c'est un lieu, genre une plage ? Ça peut l'être, ouais.
faut trop de Samsung. Bah oui, en plus j'ai passé littéralement toute ma vie. Non mais en fait j'avais compris c'était à Paname en fait. Ouais c'est ça, mais je me suis dit en plus en attendant, je me suis dit ils vont pas comprendre. Ouais donc pour rappel vous avez mixé là-bas pour... C'était avec Adam Ten. Exactement. Ouais. Coma. Event Coma, oui, très très cool. Et d'ailleurs Adam Ten que je découvrais à l'époque, et DJ israélien. Et c'était très lourd, très très groovy. Ouais, c'est vraiment très stylé. C'est ultra profond, ultra deep. Mais Itagami aussi. Ouais. Et qui on a joué à Paris 2 mois plus tard. Mirage, ouais. Pareil pour Coma, au Mirage. Et c'est des boucheries. Honnêtement, Adam Ten, Itagami, c'est des boucheries, c'est des pointures justement. C'est les mecs qui vous ont plus surpris. Je sais pas si c'est les mecs qui m'ont le plus surpris parce qu'en fait le truc c'est que c'est des mecs qu'on écoute tellement. Ouais, c'est ça. Moi les sets vraiment c'est des inspirations qui sont énormes pour moi et pour Samy aussi. Et donc en fait, mais moi je trouve que c'est fou parce qu'ils arrivent à s'adapter au Space à Miami ou quand ils jouent à Burning Man ou au Mirage, tu vois. Ouais. Et puis enfin je veux dire les sets sont fous. Enfin moi je trouve fou. C'est hyper groovy comme t'as dit. Ouais. Ça tabasse. Ouais. C'est énergique à la fois. C'est énergique, tu te fais pas chier. Enfin, je veux dire, moi, ils sont vraiment. T'as des vocaux qui sont cutés, etc. Ça rajoute justement de la rythmique. Enfin, c'est vraiment super étoffé. C'est un beau compromis. Et c'est original aussi parce que t'as pas. Enfin, c'est leur style. C'est leur style. Je te laisse énoncer la troisième du coup. Je porte le même nom qu'un célèbre parc d'attractions basé à Los Angeles. Mon plus grand concurrent vend des écrans plats TV ou des casques audio. C'est quoi là? C'est un DJ ou non, là c'est une organisation. C'est une organe. C'est Universal, non? Bien vu, Samy. Un partout. Un partout, ouais. Et ouais, je l'ai mis parce que du coup, vous avez signé un contrat, c'est ça, avec Universal Ouais. Alors, du coup, on vient de signer un contrat de distribution justement pour 2 tracks. 2 EP, 2 EP, voilà, ça va être 2 EP. Le premier, Promises, donc pour le coup, quand vous allez l'écouter, vous allez voir, c'est très très cool. Okay. Assez ouvert. Ouais. Assez ouvert. Donc celle-là, on va la sortir avec Ramen justement. Et en fait c'est un sub-label d'Universal qui vient d'être monté, donc qui s'appelle Top Down, qui est attaché à Capitol en fait. Et donc du coup ils essayent justement de faire monter un peu cette vibe électronique là, du côté des majors. Et donc du coup on partirait sur celle-là et une deuxième track donc qui va être également signée là-bas, qui sortira sûrement début 2024. Ça sera Longer the Night que vous entendez très très régulièrement dans nos sets. Elle va finalement sortir justement. Et cette certif ce contrat justement entre guillemets, il peut être vraiment game changer, vous pensez pour déjà c'est quand même, ça reste une ceinture major, donc bon c'est quand même ils savent travailler. Un aboutissement qui est quand même très cool. C'est quand même énorme. Après voilà. Le taf, c'est aussi à nous de le faire. Ça n'existe pas qui fasse tout pour toi. Ouais. Donc voilà, mais on est hyper content de le faire avec eux. En plus, l'équipe est folle. Ouais. Et voilà, et on va essayer de faire le max sur le titre. Ça à fond. Puis évidemment, en termes d'accréditation, c'est quand même c'est cool. Tu mets dans le CV quoi. Ouais. Allez, troisième. Grâce à un banger, j'ai sauvé le label de Pedro Winter à la fin des années 2000. La calvitie me gagne, malgré tout, je viens tout juste de sortir un remix sur un son de l'éternel Pino D'Angio. C'était rapide. Et du coup, pour l'anecdote, c'était 14 juillet dernier, fête nationale. Ouais. Ces messieurs ont mixé du coup sur une sorte de méga péniche de la baie de New York. Et promu d'ailleurs par, il me semble, notre premier gaou, Francis Mercier, non? Exactement. Exactement, et sponsorisé aussi par le gouvernement français. Voilà, il y avait vraiment des beaux sponsors. Ouais. Mais ça me permet de rebondir sur une chose aussi, c'est que vous êtes vachement ouvert au marché américain. Ouais. Parce que c'était pas votre première. Non, c'était notre 3e fois à New York. Ouais. 3e fois, et à chaque fois on va de lieu en lieu vraiment. Non, la dernière fois honnêtement on s'est pris une claque. Ouais, on a mixé sur le bateau, tu passes devant la statue de la Liberté, tu vois Manhattan au fond. Et il y avait toute une vibe qui était exceptionnelle parce qu'il a commencé c'était un ouragan. Il a commencé à pleuvoir, mais comme j'ai jamais vu ça à Paris, c'était vraiment une tempête. Je sais même pas comment on est encore vivant. C'était un truc qui s'est passé en bas ce soir-là. Tout le monde est devenu totalement fou. La vibe, elle a complètement explosé, tu vois, avec
c'était complètement fou, non, ça fait partie vraiment, même la date la plus folle de notre France. Okay. Dans le sens où en fait c'était lunaire parce que tu navigues sur l'Hudson, t'es en train de mixer, t'as du monde devant toi, à droite t'as la Statue de la Liberté, à gauche t'as tout New York qui est en train de s'illuminer parce que la nuit tombe, c'est un coucher de soleil. Donc en fait tu te dis vraiment, il y a eu un moment où vraiment on s'est dit putain c'est fou ce qui est en train de se passer parce que c'est vraiment les mots, quoi. Puis en plus on joue avec Mid, Headbanger, c'est quand même moi c'était une plus grosse inspiration dans toute ma vie. Je suis un peu obsédé par Daft Punk et par Justice. Nous c'est vraiment le groupe qui nous lit le plus. Et c'était fou, tu vois, qu'on a appris ça, que Francis Mercier nous a dit c'est Mid qui va jouer avec vous au 14 juillet et tout, c'était fou. Et en plus comment ça s'est passé c'était royal. Ouais, non, c'était vraiment royal. Et en termes de mood par rapport à la scène américaine, vous sentez vous avez mixé aussi au Mexique et au Costa Rica. Ouais. Tu sens que c'est deux vibes différentes par rapport à l'Europe et Paris en particulièrement ou... Alors, je pense que globalement, tu as quand même des vibes similaires parce qu'on s'adresse quand même à peu près au même type de club, tu vois. Il y a quand même au Costa Rica, on a senti une vibe un peu mystique, tu vois. Les gens étaient complètement. Costa Rica, c'était vraiment marrant parce qu'au fait, tout le monde était complètement captivé, tu vois, par la musique parce qu'en fait, ils ont pas forcément l'habitude là-bas. Tu vois, c'est un pays qui est en train d'exploser niveau musique, mais tu vois, ils ont des gros événements comme Labyrintho. Et tu vois, il n'y en a pas énormément à l'année non plus, tu vois, c'est vraiment des petits events et ils ramènent pas forcément tout le temps des DJ français, enfin du coup c'était assez nouveau pour eux et le public était vraiment charmé. Tu vois, Mexique, pareil, mais public vraiment charmé, mais même à Paris, on a des publics qui sont des fois mais complètement fous. Genre vraiment, donc en fait, si tu veux, la vibe, au final, on diffuse notre vibe. Et je trouve que ça marche plutôt bien partout. On n'est pas des DJ open format, donc en fait, nous, déjà nos tracks, elles vont être jouées. Et puis on a une vibe, on a une ligne quand même, on sait à peu près où on va. Donc derrière, les bookers savent ce qu'on joue à peu près. Puis maintenant, le style de musique qu'on fait, c'est quand même plus trop niche, dans le sens où depuis 1 an et demi, l'explosion, c'était... c'est fou ce qui se passe en ce moment sur ce style de musique, que ce soit dans le plus vénère... ou dans le plus chill avec dans l'afro jusqu'à la mélodique, ça reste quand même, je trouve, moi je le mets quand même dans un même univers, dans le sens où tout le monde écoute à peu près ça. Exactement. En ce moment, c'est compliqué de délier les deux, et puis en fait ces deux styles musicaux ils se sont portés ensemble depuis 1 an et demi en fait, je veux dire même à Paris. Mais je trouve, tu vois, d'ailleurs on entre un peu, je trouve, dans la surconsommation de ce registre-là. C'est-à-dire que, je vais prendre un parallèle, tu vois l'exemple, mais ceux qui te revendiquent la vibe, Ken Music, tout ça, je considère moi que c'est un peu comme porter de la marque suprême en 2016. C'est clair. C'est-à-dire que je vais être un mec cool, tu vois, je vais dire que j'écoute ça et je trouve ça dommage parce que finalement, ça illustre un peu la pauvreté du mec qui écoute que ça, mais qui a 2 ans écoutait Travis Scott, tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on essaie d'amener quelque chose de nouveau en amenant de la variété dans nos sets aussi, parce qu'on a envie entre guillemets de faire découvrir des nouvelles choses aux gens qu'ils n'écoutent pas forcément, en fait on a envie de jouer aussi des choses que tout le monde ne joue pas, tu vois, pour essayer de nous différencier, ça c'est clair, mais de 2 aussi, tu vois, d'apporter au fait tous nos styles agrégés de musique, tu vois, sur des choses qui sont bien sûr ouvertes. On va pas aller jouer de la minimale ou de la techno bunker, tu vois, à 140 BPM, mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'amener des choses qui sont originales aussi, tu vois. On parlait de Mitagami et d'Adam Ten, pour moi ça c'est vraiment l'originalité dans le style de musique actuel, et c'est de l'originalité qui monte énormément, parce que son dernier single il a quand même signé chez Diplo, chez Higher Ground, donc il y a vraiment, tu vois, une reconnaissance aussi de leur style, tu vois, qui n'est plus à prouver, pour le coup ils font des cirques locaux, etc. Enfin c'est des superstars, mais pour le coup ils amènent quelque chose de nouveau et c'est en train de grossir. Il y en a plein, tu vois. Tu regardes Carlita, elle joue des choses qui sont hyper intéressantes aussi, tu vois. C'est exceptionnel. Et non, je pense que oui, effectivement, il y a un peu cette overconsommation là du style, c'est un style vraiment précis d'Afro House, et des edits où voilà, tu te dis, à un moment, en ce moment c'est un peu la course edit. Ouais, c'est ça. On en a fait une histoire d'être dans la course. Non, mais tu te dis voilà, où vraiment. Est-ce que ça a du sens, mais d'un autre côté, ça peut juste être une porte d'entrée pour plein d'artistes où des mecs vont découvrir
que en fait le style musical c'est pas seulement ça, et puis petit à petit voilà merger vers la tech house, la mélodie. Exactement, c'est exactement ce que je veux te dire, et je trouve d'ailleurs que les orgas parisiennes se dirigent de plus en plus vers ce style un peu plus tech house. On l'a vu le week-end dernier avec Pausa et Denis. Ouais, Raiko qui fait ça. T'étais là d'ailleurs. Exactement. Mais et je trouve ça cool. Ouais. Je trouve ça cool parce que comme on en a parlé à maintes et maintes fois, mais je trouve que la scène tech house en France, elle est pratiquement inexistante. Ouais, ça arrive. T'as nos copains d'Atarashi qui font ça, c'est eux-mêmes qui tiennent le truc à bout de bras. Mais finalement, à part eux, t'as rien quoi. Non, mais je trouve que, en tout cas, on a parlé plusieurs fois avec soit des bookers, soit des artistes. Paris, c'est quand même une scène qui est super compliquée dans le sens où ça reste pas très ouvert musicalement parlant. C'est le booker, s'il veut remplir sa soirée, va falloir qu'il réfléchisse à 2 fois sa line-up parce que tu peux pas booker des mecs trop pointus ou si tu le fais, il faut le faire bien. Voilà, tu disais que, en tout cas à Paris, quand tu sors des superstars entre guillemets, c'est compliqué à remplir une grosse scène. Et on en parlait, on l'a vu nous, mais New York ou le Mexique, c'est des scènes qui sont totalement différentes où vraiment les gens vont en soirée pour aller en soirée et découvrir. Après Paris commence à être comme ça. Tu vois, LA, la dernière fois que j'y suis allé, t'avais Hyatt Models qui remplit une. Mais lui remplit quand même. Oui, mais genre, tu vois, j'ai envie de te dire, aux US, c'est pas forcément musique techno. Et même là-bas, tu vois, il remplit 3000 personnes ou 4000 personnes. Même Sabo, ouais, c'est ça. Organique, tu vois, à New York, t'as Satori qui te fait un set de. C'était 12 heures son set. Un set de 12 heures. Où il y a des centaines de personnes qui sont devant qui restent de 12 heures. Mais en tout cas, Paris est en train de s'ouvrir, moi je trouve. Ouais. Donc c'est pour ça que, mine de rien, le mouvement KN Music, déjà c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Oui, non, faut pas remettre en évidence que ça reste des tueurs, ça c'est une évidence. Et puis je pense que en vrai, sur le long terme, moyen long terme, ça peut être bon pour la scène musicale. En fait, ça porte ce style électro parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a des vagues, tu vois, entre le hip-hop et l'électro. Là, en fait, l'électro, elle est vachement portée aussi par des KN Music, par des Diplo, par des Carlita qui deviennent vraiment exposés au plus grand public, tu vois. Et ça permet justement de porter tous les DJ, les petits DJ, et voilà, les DJ moyens, etc. Tous les DJ derrière eux, entre guillemets. Ça porte le milieu complètement, tu vois. Et ça permet, entre guillemets, à la musique électronique d'exister. Je trouve que c'est hyper important, ça, en fait. Ouais. Vous avez vos places le 10 novembre d'ailleurs pour KN Music ? Non. Bon, moi je l'ai. Ouais, fait Circo Loco. Circo Loco, c'était très sympa, très sympa. Seth Roxler, il m'a surpris. Hein. C'était très lourd. Moi j'étais à Pegigo ce soir-là. Ouais, t'étais à Pegigo. Another, moi pour le coup. Ah ouais, t'es bien aimé ? Petite anecdote parce que tout le monde dit que c'est un sosie. C'est vrai que ça pourrait. On avait une photo de presse où vraiment on n'avait même pas fait exprès, mais c'était le même fond, la même pose. Moi je l'ai fait, lui j'ai fait un noir comme ça. En fait, c'est un pote qui nous a fait la remarque. C'est moi qui ai dit, t'es ma gueule ou quoi ? Tu m'en avais parlé. Je l'ai croisé ce week-end. Il était à l'ADE ce week-end. On n'a pas pu aller. Très grand fan de l'ADE. Ça fait 3 ans que j'y vais. Ouais. Mais du coup, non, j'ai pas croisé Notter, mais j'ai fait un gros set à 9h du mat à Dam Tower au Loft. Bien cool. Ouais. Incroyable. C'est vrai qu'ils ont monté un sacré move quand même avec Noart. Ouais. C'est quand même très sympa. Hein. Et puis ça change, je vais te dire. Ça change, ça rejoint un peu de la tech house, de la house, tu vois, un peu à l'ancienne. Mettre de la crâne sur des trucs un peu justement sur la UK house aussi, tu vois. Ça se rapproche un petit peu alors qu'ils sont hollandais, tu vois. Mais tu ne retrouves pas à Paris. Exactement. Tu parles de Christ aussi à Paris, tu vois, que nous on adore avec Kitché. Passe au Badaboom. En fait, tu vas arriver à Paris, les mecs. Bien sûr, mais ça c'est clair. Et je pense que ça va. Je pense que ça va changer parce que t'as des bookers vraiment qui savent ce qu'ils font. Et je pense que tout le monde a envie un peu maintenant d'entendre d'autres choses. Donc faut juste. Le problème c'est après t'as un problème de rentabilité quoi, parce que pour un booker maintenant ça coûte tellement cher les DJ. T'as eu un essor des prix depuis quelques années qui est incroyable. Donc derrière, tu as aussi la question pour revenir à ce qu'on disait, mais le mec ça peut être super ce qu'il fait. Si la soirée elle est pas rentable. Personne, quoi. Et puis le mec, faut qu'il vienne aussi. Je veux dire, en France, on a plein de talents, mais c'est quand même cool aussi de voir des mecs différents. Bien sûr. Donc, faut le faire venir. Donc, vraiment, faut qu'il y ait un public. Bon, on pourrait en parler des heures et des heures. Je pense qu'on on va passer sur les questions de la fin, peut-être les 3 dernières questions. Mais je crois qu'il manque la dernière question. Pose-la, je vais poser. C'est des gars que vous connaissez pas mal, je pense. Souvent comparé à un duo originaire des Pays-Bas, nous avons mis le bazar à la Maison de l'Amour l'été dernier. C'est
c'est ça son. Non, c'est. Souvent comparé, on en a parlé. Oui, donc c'est nous. C'est bon. C'était la petite anecdote que je voulais. Qui a été amenée déjà par vous. Bien vu. Du coup, moi j'avais dernière 3 petites questions. Ça va aller très vite. La track qui vous rappelle le début de votre carrière de DJ. Ça peut être la vôtre, hein, mais. Putain. Moi Damonji Chamaniac. Okay. C'est une track qu'on jouait énormément au début, et cette track, en fait, j'arrive pas à m'en lasser. Elle rejoint plein de styles. En fait, tu sais pas la classifier. C'est-à-dire qu'on pourrait la jouer encore actuellement, mais elle a été surjouée, etc. Donc on la joue plus trop. D'ailleurs, tiens, on peut peut-être la rejouer. Mais pour le coup, c'est vraiment une track qui est énergique, puissante. C'est un truc vraiment dans l'esprit un peu Burning Man. Et pour le coup, c'est assez accessible parce que ça t'a pas non plus hyper, tu vois, genre ça reste assez ouvert. Ça reste smooth, Ça reste smooth et en fait ça se cale. Elle passait dans nos sets, tu vois, 120 ppm, elle passe dans nos sets actuels. Elle est hyper. Moi, c'est cette track, c'est l'une des tracks. Pour en dire une de nous, les deux tracks, la première c'était Desert Story sur Sol Selectas parce que c'était vraiment la première grosse step qu'on a fait. Et la deuxième, je pense, c'est Wait For Me, notre première EP. Qui était sorti sur Moss, et ça a été le premier gros support. Sol Selectas, on a eu énormément de support artistique dans le sens où des gens qui ont aimé la track, mais c'était du 100 BPM, ça se joue pas. Beaucoup de synchro aussi, tu vois. Il y a eu pas mal de synchro avec des trucs de yoga, des trucs voilà. Et en fait, c'est plutôt cool de voir aussi ta track, tu vois, exposée dans d'autres domaines d'activité, dans d'autres activités, dans des trucs, dans des beach clubs et tout. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, la dernière fois, j'allais au comment ça s'appelle, au Bambou, et elle passait au Bambou à Paris. Mais vraiment, j'étais en train, j'étais avec des potes, on était en train de boire des coups, et là il y a la track qui passe derrière, et là je sais pas, en fait, et même plein de potes qui nous l'ont envoyé sur des beach clubs à Mykonos. Diwali, c'est la même chose, mais comme disait Clément, Moss, vraiment c'était avec Wait For Me, tu vois, et Wait For Me d'ailleurs, elle passe encore à Londres. Il y a un DJ la semaine dernière qui a joué Wait For Me, tu vois. Vous avez votre petite armée d'espions au cas où qui sont en soirée pour vous l'envoyer. C'était pour Adriatique. Parfois on le reçoit, quand c'est à Paris c'est facile. Après attends, aller jouer autre part, on ne saura jamais. Après quand on sait que la track intéresse, on va s'intéresser un peu à regarder ce que les DJ ont joué. Par exemple Adriatique et Néléa. On regardait un peu leur Inéla surtout parce qu'au final en fait le point de lancement, comme on a vu que justement il avait un intérêt sur la track, il l'a mis dans son classement Beatport, donc il a sélectionné 8 tracks, il a mis les 8 tracks et il y a eu 8 views. Donc là je me suis dit, on s'est dit ok, il va falloir screener parce que c'est sûr qu'il la joue, c'est sûr qu'il la joue. Et au fait le problème d'Inéla, c'est qu'en fait il a des live sets. Donc là, c'était sûr qu'il allait pas les jouer, donc c'est des live sets qui tabassent, etc. Et au fait, il a aussi des formats DJ sets. Et là, pour le coup, on allait scruter. On a trouvé qu'il avait joué en Bulgarie, il me semble, sur un beach club. Et après, on est tombé sur une vidéo, là, on s'est dit, waouh! On est tombé sur la vidéo d'Inalea qui joue With You, justement, à un Afterlife show à Ibiza. Et là, c'est cool. On a vu la vidéo, on s'est dit, et tu prends une claque parce que tu te dis, en fait, c'est quelque chose de mythique, tu vois. Afterlife plus à Ibiza, on s'est regardé, je pense que c'est le must. C'est le Saint-Graal, Deuxième question, la track que vous auriez aimé composer. Moi, je vais regarder la même. J'ai tout le temps la même. Vas-y. Moi, je crois que c'est Something Badass de Daft Punk. En vrai, c'est même pas aimé composer, c'est juste que cette track, de toute façon, j'en parle à chaque fois, donc. Tu me l'as même tatoué, donc. Mais non, mais c'est juste que cette track est folle. J'arrive pas à m'en lasser. J'écoute 15 fois par jour. Moi, je pense que je vais en prendre une autre qui rejoint un peu mes racines entre guillemets musicales. C'est Love Song de The Cure. C'est l'une de mes tracks préférées. Qui a été remixé d'ailleurs par Solomon, qui a été remis au goût du jeu. Enfin, il y a de ça quelques années. T'es un grand fan de Dépêche Mode, non? Dépêche Mode, The Cure, un peu toute la vague New Wave. Moi, j'aime beaucoup écouter ça dans mes écouteurs et ça des times, tu vois, et ça me rapporte beaucoup de c'est d'inspi, t'as des touches qui sont vraiment folles. C'est des groupes qui sont complètement mythiques et tu vois leur discographie elle est assez large.
Et tu retombes sur des tracks, tu vois, pour revenir à Love Song, je pense que c'est la meilleure bassline que j'ai jamais entendue, tu vois. Genre la bassline est complètement folle et j'arrive pas à m'en lasser. Mais voilà, c'est une track qui est hyper influente. Bah, top. Bah, les gars, on arrive à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On s'est régalé. Trop bien. Peut-être une date, vous jouez ce soir au Tabou. Je pense que quand on aura enregistré ça déjà, mais... Si vous avez une date à Paris... Ce soir, Tabou, écoute, on a quelques dates qui vont arriver. De sûr, on a le Tabou le 8 décembre. 8 ou 9, ce week-end-là. Qui sera avec Keymotion. C'est mon anniversaire, très bien. C'est ce que je fais. Comme quoi. Super. Et derrière, on parle énormément. Bon, là, on part à Tahiti du coup dimanche. Après, on a des dates à Monaco. On est en train de beaucoup travailler sur pas mal. C'est quel endroit à Monaco? Je suis curieux de. C'est le Tuga. C'est Tuga, c'est un gros endroit. Ouais, ça va être cool. Super endroit monégasque, quoi. En plus, c'est le sud, donc bon, c'est un peu. C'est la maison. C'est la maison. Non, franchement, je suis content. Et après, pareil. On travaille sur énormément de dates. Il y a sûrement un New York qui va se recaler par là. Cool. On parle pour Montréal aussi. Enfin, voilà, ça part dans tous les sens, quoi. Exactement. Bravo les gars. Ouais, bravo merci et encore grand merci à vous. Merci à vous les gars. Merci pour l'accueil. Et nous vous remercions, chers auditeurs, en vous quittant avec le dernier son d'Amour Propre, With You.